Bonjour à tous et bienvenue... Non, attends, Madi! Post-chronique. On va encore faire une vidéo sur les abris anti-atomiques si on n'a pas déjà tout dit? Post-chronique. Les deux vidéos auxquelles vous pensez ont été faites il y a longtemps, et elles ne donnaient pas toutes les informations. Ouais, mais là, ça va faire trop de répétitions, et puis bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Selon les données en ma possession, il y a des points que nous n'avons pas abordés. Et puis de toute façon, vu la qualité médiocre des précédentes vidéos, cela ne sera pas un mal de produire quelque chose d'un peu plus propre. Générique. Un jour, ça va me prendre, c'est pas un grille-pain que je vais refaire avec ta carcasse. C'est un... Lors du dernier salon du survivalisme en mars 2019 à Paris, il a été constaté une forte hausse des demandes de bunkers et autres abris anti-atomiques. Il faut dire qu'on part quasiment de zéro vu que nous sommes l'un des pays d'Europe les moins bien fournis avec seulement 600 abris anti-atomiques militaires et 300 à 400 abris privés pour 67 millions d'habitants. Faisons un petit rappel de la situation. Catastrophe naturelle, guerre, effondrement de la société, attentats terroristes, pandémie, accidents nucléaires, télé-réalité, les occasions pouvant menacer dangereusement nos vies ne manquent jamais. Du côté du climat, c'est pas fameux. Canicule, submersion marine, feux de forêt et autres sécheresses, vents violents, Greta Thunberg, la planète en a définitivement marre de subir et elle nous le rend bien. Avec 58 réacteurs nucléaires pour 67 millions d'habitants, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Il faut savoir que lors de leur construction, les réacteurs de nos centrales avaient été conçus pour une durée de 40 ans. En 2009, l'exploitant EDF a annoncé qu'il comptait poursuivre l'exploitation de son parc jusqu'à 50 ans et qu'il envisageait pour une partie d'entre eux un prolongement jusqu'à 60 ans. Et comme on est en 2020 et qu'on ne maîtrise toujours pas les nouvelles technologies, eh bien on investit des millions dans la construction d'autres centrales nucléaires. Ailleurs dans le monde, Kim Jong-un a annoncé une action sidérante de la Corée du Nord avec la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux. En Iran, le guide suprême iranien a appelé son pays à augmenter sa puissance militaire pour faire face aux menaces de l'ennemi américain. Et enfin, les États-Unis et la Russie sont désormais officiellement sortis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ce qui permettra tant à Washington qu'à Moscou de moderniser leur arsenal et de déployer rapidement de nouveaux équipements encore plus performants et meurtriers pour... pourquoi au fait? La question finalement qu'on pourrait se poser c'est, un abri anti-atomique comme un abri standard d'ailleurs, est-il vraiment utile? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans ce type de bâtiment? Voyons ça avec des cas concrets. Un abri anti-atomique en cas de guerre nucléaire totale, ça ne changerait finalement pas grand-chose. Tôt ou tard, et à moins de résider constamment sous terre, les nombreuses frappes nucléaires successives pourront entraîner de graves effets à long terme essentiellement dû aux retombées radioactives. En cas d'explosion nucléaire unique ou en faible nombre près de chez vous, et si vous avez été alerté à temps, un abri pourra vous protéger du rayonnement thermique et de l'onde de choc qui a blessé et tué la majorité des gens à Hiroshima et Nagasaki. À condition bien sûr d'être à proximité d'un bunker au moment de l'alerte. Au bout d'un moment, si vous sortez bien couvert, vous pourrez vous éloigner de la zone contaminée par les retombées et vous réjouir de voir que votre pays a renvoyé quelques mégatonnes sur celui qui vous a fait ça, condition indispensable pour lui rappeler que l'arme nucléaire sert surtout à la dissuasion. Aujourd'hui, une bombe explosant en altitude ferait beaucoup moins de victimes sur une population prévenue et réfugiée quelques jours dans des abris. Du coup, on a fait des bombes beaucoup plus puissantes. Avec un accident nucléaire de type Fukushima ou Tchernobyl, là ça coince un peu plus. Depuis le 2019 et grâce à notre chère Ségolène Royal, les nouvelles mesures de protection sont étendues à 20 km et il aura fallu quand même près de 3 ans pour en arriver là. À titre de comparaison, cette zone est de 50 km en Suisse et elle concerne tout le pays pour le Luxembourg. L'état du parc nucléaire français est très préoccupant. Rouille, problèmes électriques, pièces mal montées, pas mal de réacteurs sont aujourd'hui touchés par des problèmes d'anomalie. Le risque réel existe, si encore on pouvait compter pleinement sur les compétences de notre gouvernement pour nous sauver les miches. Hélas, là encore, ce dernier n'est, comme pour beaucoup de choses finalement, pas à la hauteur. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je sais pas l'utiliser, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. D'une manière générale, que ce soit pour une catastrophe naturelle ou non, un accident nucléaire ou encore
recevoir une attaque, vos chances de survie augmenteront drastiquement si vous êtes prêt et si vous savez reconnaître les alertes, leur but étant évidemment de minimiser le nombre de victimes. En France, il y en a de deux types, l'alerte à moyen ou long terme, le danger s'approche et arrivera probablement dans quelques jours, comme un cyclone, une canicule ou un grand froid. Dans ce cas, l'information se fait par les médias traditionnels, radio, télévision ou encore via internet avec des bulletins d'alerte et des cartes de vigilance. La deuxième alerte est l'alerte à court terme, déclenchée lorsque le danger est soudain et imminent, comme un nuage toxique créé par un accident industriel ou un bombardement. L'alerte est en général une sirène qui sonne d'une manière particulière et les consignes sont sensiblement les mêmes pour tous les cas de figure. Pour rappel, lors des tests mensuels, la sirène ne sonnera qu'une seule fois. Le signal officiel consiste en 3 cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes, séparés d'un silence de 5 secondes. Une dernière sirène d'une durée de 40 secondes annoncera la fin de l'alerte. Les consignes sont assez simples et pourtant peu de personnes savent comment réagir en cas d'alerte réelle et où s'informer des consignes de sécurité. Si vous vivez près d'une centrale nucléaire dans un rayon de 20 km, vous devriez normalement déjà être prêt en cas de pépin. Dans le cas contraire, demandez à votre mairie les brochures d'information, retirez vos comprimés d'iode dans votre pharmacie et préparez-vous un sac avec la photocopie de vos papiers d'identité, traitements médicaux, médicaments, trousses de premiers secours, un peu de nourriture, de l'eau et une radio à pile ou à manivelle. Pour ceux qui habitent à plus de 20 bornes, d'après le gouvernement, vous ne craignez rien. On rappelle que ce sont les mêmes élites qui ont balancé que les radiations s'arrêtaient aux frontières et on peut rappeler également que la contamination radioactive de l'accident de Fukushima s'étendait sur un périmètre de plus de 100 km et que, pour la catastrophe de Tchernobyl, le périmètre était de plus de 300 km. Rappelons également, et là c'est beaucoup plus récent, que ce sont ces mêmes personnes qui ont dit que le coronavirus ne passerait pas ou très peu les frontières. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Le monde part en vrille complet, les hauts dirigeants se sentent plus pissés, les centrales nucléaires prennent cher en termes de vieillissement, et les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse pointent dangereusement vers l'heure fatidique, minuit pile. Les fabricants d'abris le savent et ils jouent sur la peur des gens pour promouvoir leur réalisation sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux. Si certains restent raisonnables, pour d'autres c'est clairement la foire à la saucisse, tout y passe. Peu importe la catastrophe du moment, pourvu que cette dernière soit prétexte à vendre un bunker, allant même jusqu'à dramatiser sur des événements relativement courants, par exemple l'explosion d'un astéroïde dans le ciel au-dessus de New York en 2019. Moins de 5 minutes de recherche plus tard, on découvre qu'il y aurait environ 20 000 événements de ce type qui se produiraient chaque année dans le monde, d'après l'American Meteor Society. Tâchons de prendre un peu de recul, même si beaucoup de conditions sont réunies pour qu'on se prenne une bonne grosse catastrophe des familles sur nous, les probabilités pour que ça arrive restent tout de même assez faibles. On a plus de chances que ça tourne en guerre civile ou de voir l'effondrement de notre société que de se prendre une attaque nucléaire. Alors vous me direz, du coup, les vidéos sur les abris anti-atomiques, finalement, cela ne sert à rien. Eh bien, pas vraiment. Il n'est pas dans la culture française de se protéger soi-même. Dans notre pays, les gens manquent d'informations et s'en remettent trop souvent à l'État. En cas de crise majeure, et si vous n'avez pas la possibilité d'être évacué extrêmement rapidement, vos meilleures chances seront sans doute votre préparation, un peu de matos et un abri. Concernant ce dernier, tout le monde ne peut pas investir dans un bunker souterrain. En cas de crise, la meilleure des solutions restera toujours les endroits de type cave, métro ou encore parking. Les réserves et le matériel, eux, ne changeront pas beaucoup suivant les lieux. S'il vous faut manger dans votre cave, il vous faudra forcément manger dans un abri dédié à votre survie. Un point essentiel à retenir, vous ne pourrez pas passer autant de temps que vous l'imaginez dans votre abri, c'est un fait. À moins de s'installer dans un bunker pour millionnaires, et sauf exception, mentalement vous n'êtes pas taillé pour passer plus d'un mois en complète isolation. Après 10 jours dedans, ce sera déjà un sauna nauséabond et cohabiter H24 dans un lieu aussi exigu exacerbe toutes les tensions, même les plus minimes. Un mois semble être un bon compromis, le temps que les pouvoirs publics s'organisent ou que les retombées radioactives, dans le cas d'une catastrophe atomique, chimique ou industrielle, retombent lentement sur le sol. Pour les besoins de notre scénario, les calculs concerneront une famille de 4 personnes pour une durée d'un mois dans un abri d'environ 26 mètres carrés. Pourquoi ce nombre? Tout simplement pour avoir une surface relativement confortable et parce que sur les 3 principaux constructeurs d'abris en France que j'ai pu trouver, 2 proposent cette surface à la vente, le 3e chiffrant uniquement en mètres carrés. Peu importe le type d'abri ou de refuge, il va falloir y survivre. Pour info, la liste et les quantités que je vais vous fournir sont les résultats de recherches et d'expériences personnelles. Cette liste est bien évidemment non exhaustive
arrive et évoluera sûrement dans le temps. À vous de la compléter ou de la modifier selon vos besoins. Prévoyez 3 litres d'eau par jour et par personne, dont 1 litre pour l'hygiène et la cuisson, ce qui porte le total à 360 litres pour un mois. Le lait en poudre est une très bonne alternative au lait en brique puisqu'une boîte de 300 grammes permet de faire 3 litres de lait. Ajoutez-y un pot de 200 grammes de café soluble pour environ 100 cafés et une boîte de 800 grammes de chocolat en poudre pour une centaine de bols. Concernant les repas, les boîtes de conserve standard de 800 grammes sont le meilleur choix. Choisissez des légumes, plats cuisinés et fruits au sirop pour les desserts. Arthur, j'apprécie les fruits en sirop. Chez moi, une boîte suffit pour un repas pour 4. Hors dessert, une soixantaine de boîtes devraient faire l'affaire. Stockez également quelques sachets de soupe déshydratée, histoire de varier un peu. Pour le quotidien, prévoyez des sacs poubelles en nombre suffisant, une trentaine de rouleaux de papier toilette, ainsi que de l'essuie-tout et au moins 2 savons de Marseille, ces derniers servant autant à la toilette qu'à la lessive. On ajoutera à cette liste les produits d'hygiène classiques et un paquet de protection hygiénique par femme présente dans l'abri. Niveau matériel, on notera entre autres une radio et une lampe, toutes deux à pile ou à manivelle, les médicaments courants, une trousse complète de premiers secours, plusieurs rouleaux d'adhésifs de type américain, quelques vêtements de rechange, un compteur Gégère, des masques de protection respiratoire et un peu de divertissement comme des livres ou des jeux de cartes. Reste la question de l'abri. Afin d'en savoir un peu plus, je me suis fait passer pour un potentiel client et j'ai démarché les 3 principaux fabricants présents en France. À ce jour, un seul m'a répondu. Du côté de Bunker Atom, entreprise installée à Cannes, on n'a aucune information sur les bunkers sinon qu'ils sont anti-atomiques et que la construction et l'installation coûtent 8800 € le mètre carré. Pour notre famille, la note s'élèverait à 228 800 €. Le deuxième constructeur est la société Amesis, installée à Genève en Suisse et à Menton dans le sud de la France. Amesis se dit spécialiste et propose des bunkers NRBCE en béton armé et a priori tout équipé. Les modèles proposés démarrent à 14 mètres carrés et ils peuvent aller jusqu'au collectif de 960 mètres carrés. Niveau tarif, là encore ce n'est pas bien clair. A priori, on serait sur du 2700-3000 € le mètre carré tout compris. Concernant notre famille, la note s'élèverait entre 70 200 et 78 000 €. Le troisième constructeur enfin est basé sur Lyon. Abri Souterrain est le seul qui m'a rappelé et les échanges que l'on a eus ont été très instructifs. Leurs bunkers ne sont ni plus ni moins que des copies conformes des bunkers américains en forme de tube. Ils l'assument d'ailleurs très bien et se justifient sur le fait qu'aux USA, les techniques dans ce domaine ont au moins 20 ans d'avance sur nous autres Européens. Leur site est également très complet. Outre les modèles de base proposés, on peut également personnaliser et chiffrer au plus juste notre projet, y compris le terrassement. Pour notre famille, l'abri serait un tube en tôle ondulée d'un diamètre de 2,9 mètres pour une épaisseur de 2,5 mm. La longueur serait de 10 mètres, ce qui correspond à une surface habitable de 26 mètres carrés. Pour cet abri, j'ai choisi un lit double et 2 lits simples avec matelas, une cuisine équipée avec frigo, plaque de cuisson, évier et meubles de rangement, une salle de bain tout équipée avec des WC classiques et une ventilation double flux. Tout cumulé, ce refuge reviendrait à 32 750 €, dont 5 300 € de terrassement et 800 € de transport. Alors attention cependant, cet abri est un abri de base. Il n'est pas conçu pour se protéger d'un accident ou d'une attaque nucléaire. La même configuration en version NRBCE verrait la note passer de 32 750 à 52 750 €, avec l'ajout d'une ventilation spécifique, d'une porte blindée, d'un sas, d'une douche de décontamination ainsi que d'une sortie de secours dissimulée. De base, sans les options d'aménagement, la version normale, tout compris, s'élèverait à 24 350 € contre 42 350 € pour la version NRBCE. Ça vaudrait peut-être le coup de l'aménager soi-même. Question installation, là encore Abri Souterrain se démarque de ses concurrents qui, eux, doivent creuser plus profond et couler leur béton. Comptez 2 jours pour le terrassement et 3 jours pour la pose de l'abri. Un type d'abri dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est celui consistant à recycler des containers maritimes. Alors certes, un container à l'unité ne reviendrait pas bien cher et je pensais que c'était aussi une bonne idée. Pour un modèle de 12 mètres de long qui vous donnera une surface habitable de 28 mètres carrés, il faudra compter environ 4000 €. Mais la note peut très vite monter. À ce prix, il faudra ajouter le déchargement du camion chez vous, le terrassement sur au moins 4 mètres de profondeur, le béton armé sur toute la périphérie du container ainsi que son accès, et enfin l'ajout d'une ventilation NRBCE et d'une porte blindée qui respectivement coûtent 10 000 et 6 000 €. Sans le terrassement et l'aménagement spécifique, la facture s'élève déjà à plus de 20 000 €. Comme on a pu le voir, un abri coûte relativement cher, allant du plus simple à 24 000 au plus onéreux à plus de 220 000. Selon le vendeur que j'ai eu au téléphone, la plupart des acheteurs se préparent plus pour un effondrement, des émeutes, une pandémie ou même des tornades que pour un danger
d'origine nucléaire. Les demandes n'ont jamais été aussi fortes et quelque part, vu le contexte, on peut le comprendre. Savoir si un abri est réellement utile est une question qui ne concerne finalement que vous. Ce choix de vouloir ce genre d'ouvrage est personnel et au même titre que l'on n'a pas à juger si vous éprouvez le besoin de porter des slips kangourous à poids, je pense que l'on n'a pas à juger non plus le choix des gens voulant se rassurer avec un abri. Cependant, une autre question plus pragmatique, celle-là se pose. Comment fait-on si l'on n'a pas les moyens d'investir de telles sommes ou bien encore si tout simplement on n'a pas la place nécessaire dans son jardin? Sommes-nous condamnés à rôtir sous le feu d'une explosion atomique telle des merguez oubliées sur un barbecue? Pour l'instant, le problème ne s'est pas encore présenté, mais si un jour un tel pépin arrive, que ferait la France pour nous protéger? Il serait complètement stupide de croire que rien ne puisse arriver. Sans tomber dans la parano de base, le risque zéro, peu importe la situation, n'existe pas. Dans tous les cas, ne perdez pas de vue qu'un simple sous-sol ou votre cave pourront vous protéger à défaut de vous sauver. À vous de compenser le fait que vous n'ayez pas d'abri par une préparation sérieuse et raisonnable. Préparation qui passe par la gestion de vos stocks jusqu'aux connaissances que vous pourrez acquérir jusqu'à ce que l'apocalypse arrive. Cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Pensez-vous qu'un abri est vraiment utile et que faire si l'on n'a pas les moyens de s'en faire construire? Et vous, quelles sont vos solutions en cas de crise majeure? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!